Salut tout le monde! Dans cette série, je m'amuse à décortiquer des conflits politiques fictifs issus d'œuvres de la pop culture afin de déterminer qui est de droite et qui est de gauche dans l'affaire. C'est évidemment surtout une façon un peu fun de parler de ces concepts et d'en expliquer les subtilités. D'ailleurs, à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir mon épisode d'introduction dans lequel je décris précisément les termes de droite, de gauche, de centre, des extrêmes et leur pertinence et importance en sciences politiques. Ça vous permettra de suivre sans problème tout ce que je vais raconter à partir de maintenant, car aujourd'hui, je veux vous parler de la guerre de succession qui déchire le Wakanda dans le film Black Panther. Et attention, comme d'habitude, ça va spoiler sévère. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, l'histoire se passe dans notre monde à nous, mais à une exception près. Il existe au cœur de l'Afrique un tout petit pays appelé Wakanda, qui est ultra développé sur le plan économique et technologique grâce à une ressource naturelle qui n'existe qu'à cet endroit, le vibranium. Mais les Wakandais ont décidé de ne pas partager leurs incroyables richesses technologiques avec le reste du monde et, parfaitement autosuffisants ou presque, n'ont quasiment pas de relation avec l'ensemble des autres pays, à tel point qu'ils utilisent leur technologie pour cacher leur véritable richesse et se faire passer pour une nation particulièrement pauvre et sans intérêt, ce qui leur a notamment permis d'échapper à la colonisation. Résultat, personne ne se doute qu'il existe au cœur de l'Afrique un pays plus riche, plus avancé et plus puissant que toutes les nations occidentales réunies. Sur le plan intérieur, ce pays imaginaire est une monarchie assez classique. Il y a un roi ou une reine et la couronne est transmise à l'aîné des enfants de celui-ci ou de celle-ci. Mais le monarque ne gouverne pas seul. En effet, selon le roman national wakandais présenté en introduction du film, on comprend qu'à l'origine, le pays était divisé en 5 tribus qui luttaient les unes contre les autres pour l'usage du vibranium. Et puis, un jour, le plus grand guerrier entre toutes les tribus a découvert une plante qui lui donnait des super-pouvoirs. Il est devenu le premier Black Panther, et ça lui a permis de pacifier et d'unifier toutes les tribus sous sa coupe. À partir de là, un conseil des anciens a été créé où chaque tribu envoie son chef pour participer au gouvernement du Wakanda et conseiller le monarque, même si la décision finale semble lui revenir quoi qu'il arrive. Une seule tribu sur les 5, les Djebari, a refusé de participer au gouvernement, et donc de se soumettre directement à ses lois, même si elle a cessé de faire la guerre aux autres et semble tout de même profiter de la richesse du pays. Bref, tout ça pour dire que le Wakanda est un pays africain surdéveloppé, plus encore que les pays les plus développés de notre monde réel, mais que cette richesse est cachée aux yeux du monde, avec un monarque à sa tête qui gouverne avec un conseil des anciens sur 5 tribus qui conservent chacune une certaine indépendance vis-à-vis des autres. Or, lorsque le film commence, il s'avère que le roi du Wakanda vient de mourir et que c'est donc son fils aîné T'Challa, l'actuel Black Panther, qui va hériter du trône. Et tout le monde s'attend à ce qu'il poursuive la politique menée par son prédécesseur, qui semble d'ailleurs être la politique du pays depuis sa création, et l'immense majorité des Wakandais ont l'air parfaitement ok avec ça et prêts à soutenir leur nouveau souverain dans la démarche. Pourtant, il existe bien quelques oppositions. Tout d'abord, lors du couronnement de T'Challa, on découvre que la cérémonie inclut l'opportunité pour tous les membres de la famille royale et les chefs de tribu de s'emparer du trône à la place de l'héritier désigné. Il faut pour cela parvenir à le vaincre dans un combat singulier, alors que celui-ci s'est vu temporairement retirer ses super-pouvoirs pour se mettre au même niveau qu'un humain ordinaire. Cela fait écho à la façon dont le Wakanda a été fondé et renvoie symboliquement à ce qui fonde le pouvoir royal dans le pays, le fait que le monarque est avant tout un puissant guerrier. Par ailleurs, on peut deviner que le véritable but de cette partie de la cérémonie est plus de forcer tout le monde à reconnaître activement le monarque en refusant de le provoquer en duel. Lors du couronnement, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Les 4 tribus qui participent au gouvernement et les autres membres de la famille royale refusent de relever le défi, confirmant qu'ils souhaitent voir T'Challa monter sur le trône. Mais voilà, il s'avère que cette fois-ci, les Djebari débarquent et que leur chef M'Baku défie T'Challa. On ne sait pas bien pourquoi exactement il le fait, car la raison qu'il invoque semble un peu fallacieuse.
Il accuse la petite sœur de T'Challa, à la tête du programme scientifique du pays en raison de son génie manifeste, de ne pas vraiment respecter les traditions dans ses créations. Mais peut-être que ce défi a plus à voir avec le fait que les Jebari, en tant que tribu, aimeraient avoir l'ascendant sur les autres tribus. Quoi qu'il en soit, M'Baku perd son duel et c'est bien T'Challa qui monte sur le trône. Dans l'une des scènes qui suit, T'Challa parle avec la femme dont il est amoureux, Nakia, pour essayer de la convaincre de rester au pays et de devenir sa reine. Hélas, celle-ci, qui travaille en tant qu'espionne du Wakanda dans le reste du monde, refuse parce qu'elle estime justement que la politique isolationniste du pays est une injustice. Elle voudrait que le Wakanda dévoile sa richesse au reste du monde et aide davantage les populations en souffrance grâce à ses incroyables technologies. Et en attendant, elle veut donc les aider comme elle peut, mais certainement pas rester au palais à rien faire. Après lui avoir parlé, T'Challa rend visite à son ami W'Kabi, qui est le chef de la tribu de la frontière, et lui parle de l'idée de Nakia. Mais cet ami exprime une idée encore différente à ce sujet. Non pas inviter le reste du monde à venir profiter des richesses du Wakanda, ce qui voudrait dire se retrouver à devoir gérer leurs problèmes dans le royaume, mais bien envoyer les Wakandais à l'extérieur pour aller régler les problèmes du monde extérieur. Il dit vouloir que ces hommes et lui mettent de l'ordre dans le monde. Bref, comme vous pouvez le constater, le Wakanda n'est pas aussi uni politiquement qu'il l'y paraissait au début, et on trouve dès le départ en son sein plusieurs oppositions à la politique que la lignée royale semble mener depuis des lustres. Mais tout ce petit monde se tient globalement à carreau et ne pose pas vraiment problème à la couronne. Déjà parce que T'Challa lui-même semble sincèrement réfléchir aux propositions de Nakia ou de W'Kabi, et parce que M'Baku a été vaincu lors du duel et semble respecter assez les traditions pour ne pas pousser plus loin sa tentative. Non, le véritable problème arrive quand un autre personnage entre en scène avec fracas, l'antagoniste principal du film, le fameux Killmonger, qui est en fait le cousin caché de T'Challa. Pour expliquer un peu la situation, le père de T'Challa, le roi précédent donc, avait un petit frère, et comme Nakia, ce petit frère était un espion pour le Wakanda à l'étranger, et notamment basé aux États-Unis. Là-bas, il a rencontré une américaine et a eu un enfant avec elle, qui n'est autre que Killmonger. Mais il a aussi comploté pour faire sortir du vibranium en dehors du Wakanda, ce qui est strictement interdit, et le roi l'a donc tué pour ce crime, puis effacé l'incident des mémoires, histoire de ne pas trop ternir le blason de la famille royale. Résultat, le petit Killmonger s'est retrouvé tout seul, abandonné par le Wakanda, dans un pays pas du tout favorable aux Noirs. Condamné à subir de fortes discriminations toute sa vie, tout en sachant qu'il existe en Afrique un pays merveilleux capable de régler ses problèmes et ceux de ses camarades d'infortune en un claquement de doigts, et dont il est opportunément un membre de la famille royale, il a conçu un plan. Devenir le meilleur guerrier possible, puis capturer un ennemi du Wakanda pour qu'on lui ouvre la frontière, et enfin, convaincre le pays d'utiliser sa technologie pour s'occuper des problèmes du monde extérieur, ou, si on l'écoute pas, défier T'Challa en combat singulier comme c'est son droit en tant que cousin. Et c'est précisément ce qu'il fait dans le film. Il tue un trafiquant de vibranium pour qu'on lui ouvre les portes, puis exige que T'Challa envoie des armes aux populations oppressées du monde. Et quand celui-ci refuse, il le provoque en duel, gagne et devient le nouveau roi du Wakanda et commence à appliquer son plan, utilisant les espions du pays répartis à travers le monde pour distribuer des armes surpuissantes dans les quartiers les plus démunis des grandes puissances occidentales. Le film raconte alors comment T'Challa, qui a survécu par miracle à leur duel, va réunir autour de lui autant d'alliés que possible pour reprendre le trône. Il est notamment rejoint par Nakia, puis par la générale de toutes les armées du Wakanda qui s'appelle Okoye et qui est la femme de W'Kabi, et enfin par M'Baku et les Jebari. De son côté, Killmonger reçoit le soutien de W'Kabi et de la tribu de la frontière. Et puis, évidemment, comme les héros gagnent toujours, T'Challa parvient à tuer Killmonger pendant que ses alliés se battent contre W'Kabi et ses soldats. Mais après toute cette histoire, une fois de retour sur le trône, T'Challa renie néanmoins la politique menée par tous ses prédécesseurs et décide de révéler la richesse du Wakanda au monde et de créer un programme d'aide aux populations défavorisées partout où c'est nécessaire, y compris dans le monde occidental. Tout ceci étant dit, il est temps de se demander qui est de droite et qui est de gauche dans l'affaire. Et pour cela, il faut déjà admettre qu'il existe en réalité, comme dans Battlestar Galactica, deux arènes, deux contextes politiques différents.
Il y a d'abord le contexte politique intérieur du Wakanda, puis le contexte international. Et donc a priori, il faut parvenir à situer tous les personnages que j'ai mentionnés sur deux axes gauche-droite différents. Sur le plan intérieur cependant, le fait est que la situation est très simple. Ni T'Challa, ni Nakia, ni Okoye, ni même W'Kabi ou Killmonger ne semblent avoir de projet politique spécifique pour le Wakanda en lui-même. Tous semblent être d'accord sur le fait qu'il faut que le Wakanda continue d'être gouverné tel que c'est le cas actuellement, et ne remettent pas vraiment en cause les hiérarchies en place s'il y en a. À la limite, Killmonger, lorsqu'il dit que son duel avec T'Challa n'a pas besoin de se faire devant toute la population comme c'est la coutume, ou lorsqu'il détruit le verger dans lequel poussent les fleurs qui donnent des super pouvoirs au Black Panther, fait un peu montre d'une volonté de ne pas s'encombrer des traditions. Mais dans les faits, une fois sur le trône, il ne change rien aux politiques intérieures et continue de travailler avec le Conseil des Anciens comme T'Challa lui-même le faisait avant. On peut donc dire que sur ce plan, tout ce petit monde est de droite. Le seul qui semble avoir un projet politique différent à ce sujet, c'est M'Baku, le chef des Jebari. En effet, celui-ci représente une faction qui a refusé de participer au gouvernement commun et il défie T'Challa pour tenter de s'emparer du trône. Mais le projet politique qu'il défend est difficile à cerner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il semble très attaché aux traditions, qu'il n'apprécie pas les étrangers et qu'il veut être maître absolu chez lui. Et dans le même temps, les Jebari ne sont pas, dans les faits, écartés du pouvoir ou de la richesse du pays. On ne voit aucun signe d'oppression qu'ils pourraient subir. Ils ont, comme les autres, le droit de participer au gouvernement, d'avoir accès aux technologies avancées, ou même de défier le roi pour s'emparer du trône. C'est juste qu'ils choisissent de ne pas le faire. Il ne s'agit donc pas de combattre une discrimination pour rétablir plus d'égalité entre les tribus. Ma conclusion est donc que M'Baku estime que ce sont les Jebari qui devraient être la tribu dominante, parce qu'ils s'estiment meilleurs que les autres, plus purs, plus respectueux des traditions des Wakandais, peu importe. Et alors que la famille royale a installé un système où finalement toutes les tribus sont sur un pied d'égalité, les Jebari rêvent de renverser ce système pour créer une hiérarchie entre eux et les autres tribus. Il s'agit donc d'un projet de droite aussi, mais davantage encore que ne l'est celui de T'Challa et des autres, puisqu'il s'agit de renforcer ou de créer une hiérarchie sociale. Mais on ne peut pas vraiment parler d'extrême droite non plus, tout simplement parce qu'on n'en sait pas assez pour savoir si le projet de M'Baku est essentialisant ou pas. Et donc, pour ce qui est de l'arène intérieure, il n'y a réellement que deux camps politiques. La droite modérée qui soutient le système en place, et la droite plus dure de M'Baku qui voudrait plus de hiérarchie encore, et qui ne semble pas avoir beaucoup de soutien en dehors des Jebari. Un courant assez marginal donc. Car justement, ce que nous montre le film, c'est que le pays est surtout divisé sur la question internationale. Et c'est celle-ci qui est réellement importante et qui est en train de supplanter totalement l'axe gauche-droite interne au Wakanda pour devenir le sujet principal des préoccupations politiques. Alors, quelles sont les hiérarchies sociales en place à l'international ? Eh bien, comme je l'ai dit, le film Black Panther est censé prendre place dans notre monde à nous, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et cela veut dire que dans l'univers du film, tout comme dans notre monde, les pays occidentaux ont colonisé l'ensemble de la planète et instauré partout une logique de domination des Blancs sur les autres populations via une idéologie raciste. Et malgré la fin officielle des empires coloniaux ou de l'esclavage, les stigmates de cette politique sont encore particulièrement présents, voire la politique en tant que telle continue sous d'autres formes plus ou moins assumées. Résultat, les populations racisées, notamment les populations noires, sont donc très défavorisées partout dans le monde. Dans le film lui-même, on voit d'ailleurs que même le chef d'État du Wakanda est souvent pris de haut par des blancs. Bref, cette hiérarchie sociale qui existe dans notre monde est aussi une réalité dans cet univers fictif. Et, puisqu'ils sont noirs, les Wakandais subissent aussi ce racisme. Mais le fait est qu'ils y échappent totalement, à l'exception de quelques remarques quand ils sortent de leurs frontières. Dans les faits, les Wakandais ne subissent pas du tout les désagréments du racisme. Déjà, de par leur politique qui consiste à cacher leurs richesses et leurs ressources, ils n'ont jamais été colonisés par qui que ce soit et aucun gouvernement néocolonial n'a la moindre prise sur la façon dont ils gouvernent leur pays. Ils sont parfaitement souverains, indépendants, libres de toute domination sur le plan politique.
Et ça va bien plus loin que ça, puisqu'ils disposent aussi de l'économie et de la technologie la plus développée du monde, et ce depuis longtemps. En d'autres termes, ils peuvent totalement s'en foutre que le monde soit raciste. Ils vivent de toute manière bien mieux que les racistes eux-mêmes dans leur petit coin de planète bien à eux grâce au vibranium. Et le fait est que, comme ils ne le partagent avec absolument personne, eh bien, ils sont les seuls au monde à disposer d'un tel privilège. Pour résumer, dans le monde de Black Panther, il y a une hiérarchie avec les Wakandais au sommet du monde, puis les blancs néocoloniaux, et enfin, tout en bas, les populations racisées du monde entier. Mais cette hiérarchie étant complexe, le fait est que les Wakandais sont eux-mêmes racisés et semblent donc, pour une partie d'entre eux du moins, sensibles aux luttes que mènent les autres populations racisées pour leurs droits. Et c'est ce détail qui explique leurs divisions internes. En gros, est-ce qu'on aide les personnes racisées parce qu'on en a les moyens, ou est-ce qu'on reste caché et on laisse la situation telle qu'elle est ? Le père de T'Challa et la générale Okoye sont les personnes qui, dans le film, sont les plus fervents défenseurs de l'idée de ne surtout pas changer quoi que ce soit à la situation actuelle, de rester cachés aux yeux du monde, de ne pas intervenir. Ils justifient cette position par le fait que s'ils révélaient leur richesse au reste du monde, les pays néocoloniaux feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour s'en emparer, et le Wakanda serait alors envahi, dépossédé, comme tous les autres pays d'Afrique l'ont été. Mais le fait est que ce choix a surtout pour résultat de permettre aux Wakandais de vivre mieux que tout le reste du monde sans changer la donne pour les autres populations racisées, ce qui revient à maintenir la hiérarchie sociale en place. Il s'agit donc clairement d'une politique de droite classique. De son côté, Nakia propose de révéler le secret du Wakanda au reste du monde afin de pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Le résultat de cette politique serait donc de partager les privilèges des Wakandais avec davantage de gens que ce n'est le cas actuellement. Pour dire les choses plus simplement, il s'agit très clairement de prendre une partie des richesses et des privilèges accaparés par les Wakandais pour les redistribuer à d'autres qui n'en bénéficient pas encore. Il s'agit donc clairement de remettre en cause la hiérarchie en place pour essayer de créer davantage d'égalité. On est donc bien sur un programme de gauche, là aussi, assez classique. Pour ce qui est de M'Baku, celui-ci ne s'exprime pas réellement sur le sujet. Néanmoins, on peut deviner qu'il est traditionnaliste et qu'il se méfie énormément des étrangers, qu'il n'est pas plus friand qu'Okoye et le père de T'Challa de changer les choses à ce sujet. Il est plutôt à droite lui aussi. Ce qui fait que quand T'Challa réunit ses alliés pour combattre Killmonger et reprendre le trône, il le fait avec une coalition de forces politiques de droite et de gauche modérées. Mais qu'en est-il de l'alliance entre W'Kabi et Killmonger, qui, dans le film, s'associent pour envoyer des armes avancées à des populations défavorisées à travers le monde ? Dans la mesure où il s'agit très clairement de prendre à une population richissime afin de redistribuer vers les personnes les plus défavorisées, on peut facilement imaginer qu'il s'agit d'un programme de gauche, voire de gauche radicale. Cependant, il y a à ce sujet une ambiguïté qui est laissée pendant tout le film au sujet de leurs véritables intentions. De fait, la première fois que W'Kabi parle de son idée à T'Challa, ça sonne presque comme un discours colonisateur. En gros, il a l'air de partir du principe que le reste du monde est pas vraiment civilisé comme les Wakandais et qu'il serait bien d'y aller rétablir l'ordre. Mais est-ce que c'est pour dominer le reste du monde en renforçant la hiérarchie sociale au profit des Wakandais, ou est-ce qu'il s'agit juste d'une façon de parler et qu'il a en fait l'intention d'aller aider les autres populations défavorisées à rétablir la paix et l'égalité ? Bah, c'est pas vraiment spécifié. Et de la même manière, le film entretient l'ambiguïté aussi dans les discours de Killmonger. Oui, lui parle clairement à plusieurs reprises de combattre l'oppression, de faire la révolution. Mais est-ce qu'il veut instaurer une égalité plus grande entre les personnes racisées et les blancs ? Ou est-ce qu'il veut que les personnes racisées dominent le monde avec les Wakandais à la tête de l'affaire ? C'est pas clair non plus. Il y a des éléments qui pourraient justifier les deux hypothèses. Par exemple, il dit qu'il veut tout recommencer, mais cette fois avec « nous » au-dessus. Mais qui est ce « nous » ? Et qu'entend-il par « au-dessus » ? Est-ce qu'il parle vraiment d'instaurer une hiérarchie sociale au profit des racisés, ou juste qu'il faut donner le pouvoir aux plus démunis pour rétablir l'égalité ? De la même manière, quand il parle de tuer tous les maîtres, leurs enfants et tous ceux qui les soutiendront, on peut se demander s'il utilise le mot « maître » pour désigner la fonction sociale, ou pour désigner les populations blanches qui se sont attribuées cette fonction au cours de l'histoire. Dans le premier cas, il s'agirait alors d'un programme visant à abolir les hiérarchies sociales par une méthode brutale. Dans le second cas, il s'agirait d'éliminer des concurrents à la domination mondiale. Bref, il y a un véritable flou sur la question qui n'est jamais tranché par le film.
À tel point que deux théories sont possibles. D'une part, que Wakabi et Killmonger sont radicalement à gauche et prônent une émancipation des peuples à travers le monde entier par une révolte violente, puis l'instauration d'un nouvel ordre mondial basé sur le partage des technologies du Wakanda afin de faire disparaître petit à petit l'essentiel des inégalités. Et d'autre part, que Wakabi et Killmonger sont très radicalement à droite et même à l'extrême droite, en estimant que les Wakandais et les Noirs valent mieux que tous les autres peuples et qu'ils doivent faire usage de leur supériorité pour dominer le monde et se servir de la volonté de rébellion des personnes racisées pour recruter des troupes. Le fait est que, comme T'Challa les empêche de réaliser leurs projets, on ne peut pas non plus trancher sur la question en observant leurs actions concrètes. Pourtant, de mon côté, j'ai tendance à croire que Wakabi et Killmonger sont plus sûrement de gauche radicale que d'extrême droite, et ce qui me fait pencher de ce côté, même si je ne peux pas en être sûr, c'est le parcours politique de T'Challa dans le film. En effet, sur le plan narratif, la lutte politique entre Killmonger et T'Challa a pour objectif de faire évoluer ce dernier sur ses propres positions et surtout sur celles de ses prédécesseurs, qu'il finit par rejeter une fois de retour dans le plan des ancêtres, accusant ces derniers d'avoir laissé la peur de perdre leurs privilèges les empêcher de faire ce qui était juste. Et ce qui est juste, selon lui, on le comprend à la toute fin du film, lorsque, après avoir vaincu Killmonger et Wakabi et retrouvé le pouvoir, il décide d'appliquer le projet politique de Nakia, c'est-à-dire de révéler la puissance du Wakanda au monde entier et de lancer un programme d'aide aux populations les plus défavorisées à travers le monde. Or, ce programme, je le rappelle, est un programme de gauche. Le parcours de T'Challa dans cette histoire a donc été de passer de la droite vers la gauche. C'est donc que son combat contre Killmonger lui a ouvert les yeux sur la réalité de la hiérarchie sociale en place et sur l'injustice qu'elle suppose, mais aussi sur sa propre capacité en tant que roi du Wakanda à y faire quelque chose. Or, il est beaucoup plus probable, à mon sens, que cette transformation du personnage ait pu avoir lieu si Killmonger est lui-même radicalement à gauche. Je m'explique. Si Killmonger et Wakabi avaient été d'extrême droite et avaient défendu un programme suprémaciste noir ou de domination du Wakanda sur le reste du monde, il aurait alors été facile pour T'Challa de s'opposer à eux sans remettre en question la politique de ses ancêtres, puisque précisément l'isolationnisme du Wakanda est un bon moyen d'empêcher de telles velléités. Or, dans le film, ce qu'on constate, c'est que T'Challa est justement touché par la souffrance qu'a dû subir son cousin en vivant loin de la protection du Wakanda, et donc davantage par la partie anti-domination coloniale et anti-raciste de son discours que par le reste. Ainsi, pour s'opposer à Killmonger face à une réalité révélée au grand jour, à savoir la souffrance des populations racisées permise par l'inaction du Wakanda, il lui faut changer de discours s'il ne veut pas nier cette réalité, et il faut adopter une position qui dit, en gros, oui, Killmonger a raison dans le constat et dans le fait qu'il faut agir, mais sa méthode n'est pas la bonne, et c'est la raison pour laquelle il faut s'y opposer. Et c'est très exactement ce projet politique-là que défend T'Challa à la fin du film, lorsque son parcours politique s'achève dans la narration. C'est la raison pour laquelle, même si l'ambiguïté est laissée dans le film quant aux véritables intentions de Killmonger et de Wakabi, il me paraît peu probable que ces derniers soient d'extrême droite. C'est toujours une possibilité, mais elle ne ferait pas grand sens au regard du parcours de T'Challa. Bref, pour répondre à la question initiale, je dirais donc que Killmonger est de gauche radicale. Voilà, c'est la fin de mon analyse. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris comment un projet politique radical d'un côté de l'axe gauche-droite peut, in fine, amener les acteurs d'un contexte politique à évoluer et à adopter des positions politiques plus proches de cette position radicale, précisément parce qu'elle amène de nouveaux sujets dans le débat. C'est ce qu'on appelle ouvrir la fenêtre d'Overton d'un côté ou de l'autre. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite évidemment à le partager au maximum sur les réseaux sociaux, à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses de conflits politiques fictifs, et à me dire dans les commentaires si vous trouvez que Shuri dans Wakanda Forever est plutôt de droite ou de gauche. A plus!